Bonjour, je m'appelle Christian Kesselot, je suis géographe urbain à la retraite depuis quelques années, mais ce qui importe, c'est que j'ai vécu beaucoup d'années dans le quartier turc de Bruxelles et cela me donne l'occasion de vous dire quelques mots sur l'entrepreneuriat ethnique à Bruxelles. Cette carte montre la répartition des Marocains dans la région bruxelloise, plus exactement celle des personnes d'origine marocaine, puisqu'il s'agit des personnes dont la nationalité était marocaine lors de leur première inscription en Belgique. Et depuis lors, pas mal d'entre eux ont obtenu la nationalité belge. On remarque une concentration forte à l'ouest de la ville centrale, ce qui donne d'ailleurs une couleur locale assez prononcée à ces quartiers, comme l'atteste la photo du marché hebdomadaire à Molenbeek. Les Africains subsahariens sont relativement bien dispersés dans les 19 communes de la région bruxelloise. Cela s'explique sans doute par le fait que beaucoup de ces personnes parlent français et ont une religion chrétienne, ce qui les rend beaucoup moins dépendants de leur propre communauté quand elles sont à la recherche d'un logement dans la ville. Mais cela n'empêche qu'il y ait un centre africain commercial important à Bruxelles, Matongué, situé près de la porte de Namur sur le territoire d'Ixelles. Matongué est le nom d'un fameux quartier de vie nocturne à Kinshasa et Bruxelles a donc aussi son petit Matongué. Euh, Beaucoup de Congolais, un héritage du passé colonial belge, euh, utilisent ce centre commercial pour leurs achats, mais également pour se rencontrer et échanger des nouvelles. Et bien sûr, des Africains d'autres nationalités utilisent le même centre. Et un autre endroit assez intéressant est le marché de voitures de seconde main à Curugem, sur la commune d'Anderlecht, le long du canal et de la rue Eyvart, où même si les entreprises ne sont pas aux mains d'Africains, on y rassemble des voitures d'occasion venues de Belgique et des pays limitrophes pour les vendre sur place à des commerçants africains. Et puis ces voitures sont acheminées à Anvers pour être embarquées et délivrées dans les pays d'Afrique occidentale d'où viennent ces marchands. Et ce marché, bien sûr, engendre toute une série d'activités connexes comme des sociétés d'import-export, des bureaux de change, des petits commerces et restaurants. Les personnes d'origine turque à Bruxelles sont fortement concentrées dans le nord de la ville centrale et cela s'explique par la migration en chaîne. Une telle migration s'explique par l'arrivée de quelques pionniers qui trouvent un emploi et du logement dans la ville, et puis puisqu'il y a une forte demande de main-d'œuvre, invitent des membres de leur famille ou des co-villageois à venir les rejoindre pour répondre à ce besoin. Et le résultat en est que la majorité de cette population provient d'une même région en Turquie, dans ce cas-ci une région autour d'une petite ville en Anatolie centrale appelée Emirdağ, et qu'ils importent aussi des réseaux sociaux et des liens sociaux assez puissants qui les aident à soutenir un entrepreneuriat ethnique dans le quartier. Et de ce fait, on peut parler de la petite Turquie à Bruxelles. Qu'est-ce qu'une entreprise ethnique? Eh bien, tout simplement une entreprise établie par un membre d'une communauté ethnique, comme par exemple ce coiffeur marocain aux ambitions mondiales. Et ce détail est intéressant parce qu'il permet de voir qu'il y a différents types d'entreprises ethniques. On peut donc différencier les entreprises ethniques à partir de l'orientation qu'elles ont. Est-ce qu'elles travaillent pour le groupe ethnique lui-même ou est-ce qu'elles ont l'ambition de s'ouvrir au reste de la population, dans ce cas-ci la population bruxelloise? On peut aussi distinguer les motivations différentes. Est-ce que l'impulsion pour entreprendre provient du groupe lui-même et de ses caractéristiques, ou est-ce qu'elle est liée
au fait que le groupe est implanté à Bruxelles et a traversé tout un processus de migration. Considérons cette bijouterie dans notre quartier turc de Bruxelles. Les personnes qui connaissent un peu la Turquie seront immédiatement frappées par la ressemblance très forte avec une bijouterie en Turquie. Celle-ci est à Eskişehir, qui est la grande ville la plus proche de la région d'origine de nos immigrés turcs. Et c'est comme si cette bijouterie avait été importée telle qu'elle à Bruxelles. Les bracelets en or qui sont mis en valeur servent comme dot lors des mariages et c'est une tradition importante dans notre communauté turque qui a disparu ou qui n'a jamais existé dans d'autres communautés à Bruxelles et donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pratiquement que des clients turcs qui utilisent ce genre de magasin. Nous appelons ce genre d'entreprise une niche ethnique. Il s'agit donc d'entreprises où l'entrepreneur ou le propriétaire d'une part et les consommateurs d'autre part font partie du même groupe ethnique. Et ils proposent des biens et des services qui sont exactement les mêmes que ceux dans le pays ou la région d'origine, ce qui s'applique évidemment à une série de biens assez précis. L'idée, en fait, est de tâcher de répliquer le mode de consommation et le mode de vie de la région d'origine le mieux possible dans le contexte bruxellois. On pourrait donc l'interpréter comme un moyen de combattre le mal du pays. Il y a aussi des Marocains dans notre quartier. Voici une entreprise marocaine, le Palais des Délices, au nom donc fort alléchant, qui vend des pâtisseries marocaines et a même installé un salon de thé pour ce faire. Alors il est clair que l'entreprise n'est pas orientée uniquement vers son propre groupe ethnique, mais qu'elle a l'ambition de proposer ses produits à tout le monde qui puisse passer par là. On peut caractériser une telle entreprise par l'exotisme. Le cœur de l'exotisme, c'est d'attirer des clients à l'extérieur du groupe ethnique, en mettant l'accent sur le caractère exotique et l'authenticité, même s'il est parfois factice, des produits présentés. C'est une stratégie qui est assez facile à appliquer quand il s'agit d'alimentation et d'horeca, mais qui est beaucoup plus problématique pour d'autres biens et services qui sont présentés ou proposés dans la niche ethnique. Cette agence de voyage fait partie d'une autre catégorie d'entrepreneuriat ethnique. Elle est certes orientée sur les Turcs du quartier, mais elle n'existerait pas, même pas en Turquie, s'il n'y avait pas eu le fait migratoire. On voit qu'elle présente des vols directs vers Eskişehir, qui fait ici fonction de gateway, c'est-à-dire de porte de sortie grâce à la présence de l'aéroport international qui permet aux Turcs de la région de rejoindre d'autres lieux dans le monde. Il est aussi la porte de rentrée lors des retours. Et cela vaut aussi la peine de remarquer que l'agence offre la possibilité de séjourner dans des hôtels islamiques, ce qui représente une possibilité de se protéger et de protéger sa propre culture dans d'autres environnements. De telles entreprises créent donc des ponts entre le lieu d'immigration et d'autres lieux, essentiellement le lieu de départ, et offrent également une protection aux groupes concernés. Les ponts ne connectent pas seulement le quartier avec la région d'origine, mais souvent aussi le quartier avec d'autres lieux où le même groupe ethnique est présent. On pense par exemple aux bonnes connexions entre Bruxelles et les Turcs en Allemagne et aux Pays-Bas. Et cela veut donc dire qu'on ne peut pas considérer un quartier ethnique comme étant isolé dans la ville. Au contraire, il n'est absolument pas séparé du reste du monde, mais bien connecté par autant de ponts vers d'autres lieux dans le monde. Et
la protection a surtout trait à l'identité du groupe. Et cette identité offre de la sécurité aux membres de ce groupe, et cette sécurité, avec l'identité, pourrait facilement disparaître dans un milieu d'immigration qui, lui, est quand même fort différent. Il s'agit à chaque fois de biens et de services qui n'existeraient pas dans le lieu d'origine s'il n'y avait pas eu l'immigration. Ils répondent donc à des besoins qui sont générés par ce processus de migration. Et il s'agit quasi toujours de circulation de biens, d'argent aussi, de gens et d'informations entre ces lieux d'origine, ces autres lieux, mais aussi entre le quartier et le reste de la ville, comme le cas des bureaux de traduction l'illustre par exemple. Ce coiffeur a déjà l'air beaucoup moins exotique et l'activité n'est pas liée non plus aux fêtes migratoires, mais il est intéressant de voir qu'il s'annonce auprès de ses clients autant en français qu'en turc ici et ici aussi. Et on retrouve des caractères similaires dans ce magasin discount qui à première vue a l'air d'être très francophone, mais à l'entrée on annonce en turc magasin à bas prix, et parmi les marques de matériel de cuisine, vaisselle et décoration, il y en a quelques-unes qui sont des marques turques. Il s'agit d'activités non ethniques, même si la grande majorité des clients proviennent du groupe ethnique. Il s'agit de biens et services qui n'ont aucun caractère ethnique, même si l'entrepreneur et ses clients, ou la grande majorité des clients, appartiennent au groupe ethnique. On pourrait les considérer comme des niches ethniques, mais où les produits offerts n'ont aucun potentiel exotique. Personne d'en dehors du quartier n'y viendrait visiter ces négoces pour jouir d'une authenticité turque. Il s'agit en fait d'activités qui répondent aux besoins de la population du quartier. Le discount, par exemple, répond aux besoins des habitants, aux bas revenus qui sont nombreux. Et dans ce genre de quartier, on retrouvera souvent aussi des wasret qui expriment le fait que beaucoup de ménages vivant dans le quartier n'ont pas les moyens de se payer une machine à laver et souvent aussi n'ont pas assez de place dans leur logement pour installer celle-ci. Cette friterie est un exemple de la dernière catégorie d'entreprises ethniques, même si elle offre des doner kebab et annonce une alimentation halal. Elle propose surtout des frites et ici aussi des hamburgers, à savoir ce qu'il y a de plus commun dans ce que les Bruxellois viennent chercher dans un snack. Et voici un autre exemple un peu plus étrange. Il s'agit d'une entreprise marocaine, Kasbah d'Asie. Kasbah se réfère aux vieilles villes fortifiées dans le Maghreb et combiné ici avec la cuisine asiatique et plus précisément du thaï halal. Il s'agit en fait d'une forme d'exotisme renversé où pour se développer une niche sur le marché, l'entrepreneur utilise la stratégie d'exotisme, mais du point de vue de son propre groupe ethnique plutôt que celui de l'ensemble de la population. Ce sont des exemples d'assimilation économique. Les relations avec le groupe ethnique et avec le fait migratoire sont en cours de disparition dans ce genre d'entreprise. Le seul élément ethnique qui subsiste est l'origine de l'entrepreneur lui-même. Et un tel entrepreneur essaye de créer une niche de marché en s'appuyant sur les avantages compétitifs qu'il peut puiser dans son origine. Ce n'est pas trop difficile de trouver de la main-d'œuvre bon marché et d'autres ressources dans sa communauté grâce à l'intensité des réseaux sociaux qui existent. Et ces réseaux sociaux sont issus bien sûr du processus migratoire d'une part, mais aussi de la concentration du groupe dans l'espace bruxellois. Et ce genre de stratégie se développe dans une série d'activités assez typiques.
elles ne se prêtent pas toutes à ce genre d'évolution et elles donnent parfois lieu à de spécialisations extrêmement fortes comme par exemple les magasins de nuit pakistanais ou les chauffeurs de taxi marocains. Pour terminer cet aperçu, il faut que je parle aussi de l'évolution de l'entrepreneuriat ethnique dans le temps. En parcourant les 4 types d'entreprises, on comprend qu'il y a une tendance de développement de la niche ethnique vers l'assimilation économique. Ou plus largement, d'une orientation vers le groupe ethnique lui-même à une orientation sur l'ensemble de la société d'accueil. Mais en tant que géographe, j'aime insister sur le fait que ce changement d'orientation comprend souvent aussi un changement de localisation. Ce n'est pas très difficile à comprendre que si l'orientation vers l'ensemble de la société se développe, il y aurait une tendance à la diffusion des entreprises pour être au plus près de leurs clients. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que le contraire peut aussi se produire, une concentration en un seul lieu. Et l'intention de cette concentration est de faire connaître ce lieu au plus grand nombre possible de clients potentiels et d'attirer plus de clients grâce à cette notoriété. C'est ce qu'on appelle le modèle de la Chinatown. Si vous voyagez et vous êtes dans une grande ville dans le monde et vous avez envie d'un bon repas asiatique, ce que vous ferez, c'est de tâcher de savoir s'il y a un Chinatown dans la ville et de vous y rendre. Les Turcs ont fait en fait exactement la même chose en concentrant beaucoup de leurs restaurants dans une seule rue à Schaerbeek-Saint-Jost, la chaussée de Acht. Je vous invite à vous y rendre pour goûter la cuisine turque et puis après de sortir des sentiers battus de la ville pour découvrir l'influence d'encore beaucoup d'autres communautés issues de tous les continents et qui font le charme de Bruxelles.